Autour du 8 mai 1945, mais pas en faisant un récit des événements que Boussif Melkhaled aurait pu faire s'il avait été présent, mais partir justement de ce fait pour essayer de réfléchir sur quelles sont les positions que peut avoir un historien devant ce type d'événement, devant ces hyperviolences du 8 mai 1945. Je crois qu'il y a trois positions possibles. La première, c'est celle qui a été d'une façon générale adoptée jusqu'à ce jour, qui est d'établir, et qui est indispensable, le récit des événements, d'en établir les liens entre eux, la causalité, d'établir les faits, et de rassembler les témoignages qui peuvent être faits, bref, de présenter un récit le plus cohérent possible de cet événement. La deuxième position que je crois l'historien peut avoir devant ce type de violence, c'est une étude des structures des violences à partir d'une grille qui puisse emprunter des éléments aussi bien à l'histoire qu'aux sciences sociales, peut-être dans la perspective qui est développée par un politiste qui s'appelle Jacques Semelin, autour de massacres et de génocides et dans une perspective comparatiste. La troisième possibilité, ça sera la mienne aujourd'hui, c'est de considérer finalement que l'acmé de la violence à l'occasion du 8 mai 45 est un moyen, une occasion pour étudier le fonctionnement du système colonial à différentes échelles. C'est possible d'abord grâce à la production d'archives en quantité et en qualité exceptionnelle sur les événements du 8 mai 1945, qui permettent, à mon avis, de faire ce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui sur ce sujet-là, une histoire sociale du politique. Peut-être pas une socio-histoire du politique, mais du moins simplement une histoire sociale du politique, sans référence peut-être aux autres sciences sociales que l'histoire. Et c'est le sens un petit peu de mon intervention d'étudier un phénomène, le clientélisme, qui n'est pas, il est vrai, propre à l'Algérie, que l'on trouve dans toutes les sociétés, plus ou moins étendues, à travers l'étude de deux personnages qui s'appellent donc Marcel Lavie et Esmaïl Agdari. Je situe brièvement Guelma. Guelma, en 1945, est une petite ville de l'Est de l'Algérie, du Constantinois, qui compte 20 500 habitants, où vivent 4 500 Européens, dont une bonne proportion de Juifs, et où vivent aussi une majorité assez large de 16 000 musulmans. C'est une région assez densément peuplée dans le nord constantinois, et l'évolution démographique et foncière dans cette région se fait largement depuis l'entre-deux-guerres en faveur des musulmans, si bien qu'à la veille du 8 mai 1945, les Européens sont dans le statut d'une minorité ethnique. Je vous donne un chiffre, 11 352 habitants dans l'arrondissement de Guelma, par rapport à 180 015 Français musulmans. C'était le terme qui était employé naturellement à l'époque pour désigner les Algériens. Donc d'une minorité ethnique qui dispose du pouvoir politique et qui dispose de moins en moins du pouvoir économique. Donc je voudrais vous présenter ce système clientéliste à travers deux hommes. Je commencerai par les présenter. J'évoquerai ensuite la perturbation du système clientéliste et la radicalisation qui s'ensuit. Alors, ces deux hommes, qui sont-ils? Le premier est Marcel Lavie. C'est un Alsacien d'origine qui est arrivé très tôt en Algérie, qui est arrivé en 1834, donc où la conquête est pas encore commencé dans l'est de l'Algérie, et qui s'est constitué un patrimoine, une fortune assez considérable, de deux façons. D'une part, dans les pas de l'armée, c'est un petit peu un concessionnaire de l'armée, il vend des fournitures aux armées, du grain, du matériel, aux armées durant la conquête de l'est de l'Algérie. Et puis d'autre part, en bénéficiant du séquestre de Mokrani en 1871, les Lavie avaient acheté les dettes qu'avait contractées Mokrani pour nourrir la petite paysannerie de sa région, et les Lavie se payèrent avec leur séquestre. En 1945, le patrimoine est centré dans deux régions, qui est celle de la Rouche, dans le nord constantinois, et dans la région de Guelma. Et les Lavie résident tantôt à Bonn, tantôt à Héliopolis, une petite commune qui se trouve près de Guelma.
Et à Guelma, la ville dispose de 2000 hectares. C'est le seul grand colon de la région. Guelma est une région de moyenne colonisation, ou de petite colonisation sinon. Hein. Il apparaît comme étant le seul grand colon. Il dispose donc de 2000 hectares, de plusieurs minoteries, d'une huilerie. Et il exploite une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre musulmane et encadrée par des Européens. Et il exporte une bonne partie de sa production, y compris en 1945, alors qu'il y a des problèmes de ravitaillement en Algérie. Une partie de la production des semouleries et minoteries, la vie, est exportée en métropole. Et il a des clients dans toute la société guelmoise, aussi bien du côté des petits moyens colons européens que dans la société indigène de prévoyance de Guelma. Donc il y a tout un tissu économique qui tourne autour de la vie à la veille de 1945. Sur le plan politique, il a fait carrière dans le sillage du principal personnage de l'Est constantinois qui s'appelle Paul Tutoli de Philippeville. Il est conseiller général, délégué financier. Et sur le plan local, il ne se présente jamais en première ligne. Il est membre du conseil municipal, mais il laisse la municipalité à d'autres que lui, et jusqu'en 1945 à un personnage qui s'appelle Maubert. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui se trouve au centre de l'économie régionale du canton de Guelma, et aussi d'ailleurs d'El-Arouche, qui ne fait pas partie du canton de Guelma, et qui, d'autre part, est au centre plutôt en position de deuxième rideau, je dirais, de la vie politique constantinoise. Il fait partie de ce milieu radical conservateur qui domine dans le sillage de Tutoli le Constantinois. Donc on a un système à la fois clientéliste. Sur le plan politique, j'insiste bien sur une chose, c'est que l'ensemble de l'économie agricole locale, autour des grains, a comme débouché la vie pour ces exportations. C'est déterminant pour comprendre la suite. Oui. On n'entend pas peut-être ? Je ne sais pas. C'est quoi ? Le deuxième personnage, alors je vais essayer de... Le deuxième... Alors il faudrait peut-être qu'on ferme la porte, non ? Monsieur Alexis est parti, je pense qu'il va régler la question. D'accord. Le deuxième personnage, dont s'appelle Smaïl El-Dari, c'est un médecin algérien, français musulman, qui a commencé sa carrière en 1934, qui est élu conseiller général dans le collège musulman et qui fait partie de la fédération des élus et donc qui épouse les thèses assimilationnistes de l'époque. Il est délégué financier aussi, donc comme Lavie, c'est un peu son alter ego côté musulman. Et en 1943, il a signé le manifeste de Ferhat Abbas avant de se retirer. Lui aussi contrôle l'ensemble de la communauté musulmane. Il contrôle d'abord le conseil municipal, pas directement, par l'intermédiaire de son beau-frère qui s'appelle Benzassi. Il y a 9 élus musulmans au conseil municipal de Guelma. Il contrôle le ravitaillement des douars. Les douars qui lui font allégeance sont ravitaillés, ceux qui ne font pas allégeance ne sont pas ravitaillés par l'intermédiaire de la SIP, la Société indigène de prévoyance, qui est aux mains de son beau-frère, Salah Benzassi. Il contrôle la police de Guelma, la police musulmane de Guelma. L'essentiel des effectifs, en dehors des commissaires de police judiciaire, de police d'État et des inspecteurs, est un effectif musulman. La police n'étant pas étatisée, il y a besoin de l'accord des personnalités locales, dont Smaïl El-Dari. Il bénéficie du soutien de la principale confrérie, qui est la confrérie des Amarias, qui est importante dans le ralliement des suffrages. Et enfin, il contrôle la troupe scout, En-Nujum, qui est très importante à Guelma, qui compte plusieurs centaines de jeunes gens. Donc vous voyez que El-Dari a tissé autour de lui un système d'allégeance sur la base des liens familiaux, sur la base des liens confrériques, sur la base des positions politiques. Et à la différence disons, des personnages à l'ancienne qui se soumettaient entièrement à l'administration française, lui
a une stratégie assez simple, celle de marchander ses positions auprès de l'administration française. En gros, vous avez des problèmes avec les Arabes, venez me voir, moi j'aurai les problèmes pour vous. Alors, ce système clientéliste, qui assurait une certaine stabilité tout en polarisant les deux communautés, se trouve perturbé depuis la fin de Vichy en Algérie et se trouve perturbé localement. Je n'évoque pas les problèmes généraux du nationalisme, du contexte international, ce n'est pas mon sujet ici. Côté européen, il est perturbé parce que, comme d'ailleurs en métropole, la vie politique est en train de lisser un petit peu à gauche et le maire, qui était sur des positions plutôt radicales, Maubert, est en train d'être dégommé progressivement par quelqu'un qui se trouve être à la SFIO, qui est un instituteur, c'est assez classique de l'époque, qui s'appelle Garivet. D'autre part, le système est aussi perturbé parce que le poste de sous-préfet est vacant jusqu'en mars 1945, date à laquelle il est pris par un ancien résistant gaulliste, André Alcheri. C'est un signe, bien sûr, de l'affaiblissement local de l'État. Si bien que cette situation politique laissait à un personnage comme, Marcel Lavie, j'avais dit lapsus comme Lamarie, les mains libres et étant donné que son influence n'était pas contrebalancée par un représentant du pouvoir central, du moins jusqu'au mois de mars 1945. Ceci dans un contexte de peur des Européens. Comme je vous le disais, la poussée démographique et la reconquête foncière effraient les Européens. Et cela laisse, je crois, les mains libres à un personnage comme Marcel Lavie d'agir et de transformer, quand il arrive, le sous-préfet en chef d'une communauté ethnique contre une autre. Côté musulman, le même phénomène de perturbation se manifeste. À Guelma, l'essor du nationalisme est très fort et progressivement, la clientèle politique qui était celle de Lakhdari va se détourner de lui au profit d'hommes nouveaux. Je vous donne un chiffre, sur les 11 sections des AML, sur les 235 sections des AML que compte l'Algérie, il y en a 11 à Guelma, elles sont contrôlées à 75% par le PPA. 4 992 musulmans cotisés aux AML, c'est-à-dire la moitié des familles de la région de Guelma. L'adhésion aux AML reposait sur les liens familiaux, sur l'appartenance religieuse. En même temps, elle permettait d'ouvrir la population à des idées nouvelles, à un monde nouveau. Or, progressivement, à partir du début de l'année 1945, Lakhdari perd toutes les positions qu'il a acquises depuis 1935. Les scouts passent du côté du PPA. Les Guelmois sont en train de se tourner vers des hommes nouveaux qui sont plutôt proches des AML, notamment un homme, ça va être le plus connu des personnes qui a été tué en mai 1945. J'ai assuré la préface et la publication du texte de son frère Marcel Régui. Son frère s'appelait ici Mohamed Régui, qui était l'une des figures, des notables qui avaient le soutien de Ferhat Abbas pour les prochaines élections de 1945. Vous savez, il y a beaucoup d'élections municipales, cantonales, et puis les élections à l'Assemblée nationale. Donc, qui était l'une des personnalités qui émergeait, qui était susceptible tout simplement d'emporter, qui était en train d'emporter la clientèle de Lakhdari. Donc, vous voyez, les rapports de force internes aux deux communautés sont en train de changer. Les positions se radicalisent, et ceci dans un contexte politique qui, aussi bien avec la naissance des Nations Unies et depuis le Maroc jusqu'au Levant, ou plutôt je devrais dire du Levant jusqu'au Maroc, est en train de changer. Si bien que cette perturbation du système clientéliste va entraîner, au début du mois de mai 1945, toute une série de radicalisations dans les deux communautés. Alors là, c'est neuf.
Alors, je voudrais prendre un exemple, je ne vais pas évoquer toutes ces radicalisations, mais en prendre une, c'est celle du 14 avril 1945. Le 14 avril 1945, à l'instigation de Marcel Lavie, le sous-préfet André Achari décide la création d'une milice civique à Guelma. Cette milice civique a pour but de défendre les Européens, je vous dis, le climat naturellement, et celle de la peur qui se répand parmi les Européens face à l'essor du nationalisme et à cette position de plus en plus grande de minorités ethniques dans leur région. En gros, les Européens se rendent bien compte qu'ils sont en train de perdre la main. Cette milice civique n'est pas armée encore à Guelma en raison du refus du maire Maubert et malgré la volonté de Garivet, qui va être d'ailleurs le futur maire SFIO de la ville. En revanche, dans tous les petits centres de colonisation alentour, à Milésimo, à Héliopolis, où sont les Lavis, à Petit, je ne cite pas l'ensemble, les milices sont levées, milices de colons, et sont armées. Le 23 avril, la couverture politique des actions d'Achari est assurée par 6 conseillers généraux, qui en demandent d'ailleurs l'extension au reste du Constantinois, dont le conseiller général de Guelma, Marcel Lavie. La question, elle n'est pas tant de savoir si cette création correspondait finalement à une stratégie de répression préventive dans le climat de peur qui règne. À mon avis, la question, elle est de savoir pourquoi la radicalisation des Européens à Guelma n'entraînant pas une réponse des pouvoirs publics, alors que l'appareil de maintien de l'ordre n'est pas plus mauvais, je ne dis pas plus mauvais parce qu'il est bon nulle part, n'est pas plus mauvais à Guelma qu'ailleurs. Et il serait même plutôt meilleur, quand on regarde les chiffres, ne serait-ce que des effectifs de la police. Alors on peut dire que ça tient à la personnalité d'Achari, certainement, ancien résistant, aimant un peu le coup de poing, homme d'action, ancien commissaire, qui a fait partie du BCRA, peut-être. Bon. Cela tient peut-être aussi à l'absence de politique des pouvoirs publics en termes de maintien de l'ordre vis-à-vis du mouvement nationaliste. Certainement, les hésitations dominent depuis 1943. Cela s'explique fortement, à mon avis, par les surenchères politiques en prévision des élections à venir. Et enfin, ce qui me semble à moi le plus important, c'est ce qui nous apparaît comme un fait nouveau à nous quand on s'intéresse au 8 mai 1945, la création de milices, à la belle affaire. Était en fait un phénomène très ancien. D'abord, c'était un phénomène légal. Il y avait une loi de 1881 et une instruction gubernatoriale du début du siècle qui organisait la défense des centres de colonisation. Et d'autre part, durant les années de grande insécurité des années 1900, l'époque de dépression agricole, l'insécurité régnait à Guelma. Les Guelmois étaient obsédés, quand on étudie par exemple le comice agricole, les archives du comice agricole de Guelma, l'obsession numéro 1 des Français musulmans à cette époque-là, c'est la béchara. C'est-à-dire, en gros, vous avez du bétail, vous faites voler votre bétail, le voisin musulman vient vous voir et vous dit peut-être qu'il y a un moyen de retrouver le bétail qu'on vous a volé. Pour cela, eh bien, peut-être sur les 4 bœufs qu'on vous a pris, on va vous en rendre 3, on va en garder un. Il y a moyen d'arranger l'affaire. C'est la bonne nouvelle, la béchara, c'est ça. Donc, c'est le racket, ni plus ni moins. Et très régulièrement, il y a des expéditions punitives qui sont organisées contre tel ou tel douar. Donc pendant une trentaine d'années, il existe des milices qui n'en portent pas le nom, qui sont ni plus ni moins des colons en armes, qui régulièrement vont se faire vengeance, à tort ou à raison, dans tel ou tel douar.
Donc je crois qu'en 1945, on a la réactivation à la faveur de la peur, à la faveur de l'évolution démographique, de l'affaiblissement de l'État, du phénomène de reconquête foncière, on a la réactivation de ces phénomènes qui ont existé à la fin du 19e siècle. Si bien que ce qui peut nous apparaître à nous comme étant un phénomène un petit peu exceptionnel n'est pas un phénomène exceptionnel. Et les gens, quand ils s'inscrivent sur la milice, ou qu'ils vont d'ailleurs participer, y compris aux tueries de la milice pendant le mois de mai et de juin 1945, ils n'auront pas l'impression de faire quelque chose de très nouveau. Côté musulman, comment les choses se passent? Eh bien, tout simplement, l'Ardari, je vous disais, les positions, j'ai bientôt terminé, hein, les positions se perdaient, eh bien, réagit en faisant éliminer tout simplement les dirigeants locaux des AML, notamment Mohamed Régui, en comptant sur la police de Guelma, qui n'est pas étatisée et qui dispose donc de son accord, puisqu'il est à l'origine, en gros, de leur installation. Donc c'est tout le récit, par exemple, qui est fait, et je crois que c'est ce qu'apporte le récit de Marcel Régui, du frère de Mohamed, qui n'avait rien à l'époque d'un personnage nationaliste, qui était un musulman converti au christianisme, qui était membre de la SFIO, et qui était quelqu'un qui était un chaud partisan de la colonisation française. Donc il ne s'agit pas, c'est pas le témoignage d'un homme qui était PPA, par exemple, à l'époque, hein. Alors, je n'évoque pas les violences de mai et de juin 1945, mais je veux simplement évoquer ce qui se passe après. C'est que le système, après cette perturbation, est totalement reconduit. Hein, mai, juin, c'est une parenthèse. On reprend les mêmes et on recommence. Jusqu'en 1955, nous avons le fils de Marcel Lavie, désormais c'est Pierre, qui reprend les fonctions de son père. L'Ardari est élu à tous les mandats. Il recycle même à l'intérieur de la liste du conseil municipal un certain nombre de PPA qui ont toujours la tête sur les épaules. Il est délégué, il est député à l'Assemblée constituante, il est délégué financier. Donc le système se reconstitue. Donc en conclusion, je voulais simplement évoquer, vous voyez, que l'Ardari d'un côté, Lavie, père et fils de l'autre, le système clientéliste et le statu quo colonial étaient totalement reconduits. Et je crois que la structure politique et sociale avait eu raison des volontés d'évolution des musulmans, localement, avait eu raison des AML, et avait eu raison des volontés réformatrices, modérées certes, mais réformatrices toutefois, des Européens. Alors, le deuxième élément de conclusion, ce que je voulais dire, c'est que le clientélisme n'explique pas le 8 mai 1945. D'abord, le clientélisme n'est pas propre à l'Algérie ou à la société coloniale. On le trouve, comme je vous disais, dans toutes les sociétés à des degrés divers. Mais en polarisant très fortement les communautés, qui le sont déjà sur le plan économique, sur le plan du peuplement, sur le plan religieux, sur le plan linguistique, il favorise l'explosion des violences en mai et en juin 1945, du moins à Guelma. Je vous remercie. Merci bien.